Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont à distance également ce matin. Donc, je suis Nicolas Turca, je suis responsable des sujets notamment éducation, inclusion numérique et accessibilité aux services publics à la Banque des Territoires. Et je suis donc ravi en effet ce matin de vous accueillir avec toute l'équipe du Hub des Territoires, puisqu'on est au Hub des Territoires à Paris, à Austerlitz. Pour cette matinée, enfin pour cette séquence dédiée à l'inclusion numérique des TPE, des commerçants, des artisans, de toutes les fonctions professionnelles qui aujourd'hui opèrent en France et font aussi les territoires. Avant de commencer, quelques mots juste sur le Hub, parce que c'est la minute promotionnelle du Hub qui nous accueille ce matin. Et on les remercie chaudement, notamment Blandine, que je remercie à chaque tour, je pense, à chaque fois. C'est un dispositif, donc c'est un lieu qui incarne justement la stratégie d'écosystème de la Banque des Territoires, et c'est quelque chose qui compte pour nous aujourd'hui, parce que c'est quelque chose avec lequel on construit et dans lequel on structure la filière, notamment de la médiation numérique et de l'inclusion numérique. Donc c'est quelque chose qui nous parle, ces stratégies d'écosystème, cette capacité à faire revenir des lieux et différents types d'acteurs dans un lieu, pardon. On réunit des acteurs donc publics, privés, de toutes sortes finalement pour faire parler, pour inspirer, pour concrétiser, pour rassembler ensemble un certain nombre de choses au bénéfice notamment des projets. Donc il y a un agenda en ligne sur lequel vous pouvez suivre un certain nombre de choses en tapant Hub des territoires dans le moteur de recherche favori. Et voilà, et normalement il y a le lien qui est dans le chat qui est donné par une personne qui va vous le soumettre. Voilà pour ce matin. Je suis accompagné ce matin de Louise Gabriel Hervouette, qui travaille dans les équipes ici de la Banque des Territoires sur ce sujet-là et qui va faire le fil rouge ce matin de la matinée. Bonjour à tous. Quelques mots d'introduction quand même pour savoir d'où ça vient, cette étude et cette matinée. Pendant le premier confinement, il y a eu de nombreuses initiatives sur le sujet de l'inclusion numérique et des initiatives d'ailleurs souvent citoyennes finalement qui ont émergé pour pouvoir accompagner des personnes en difficulté avec le numérique, qui était le seul lien social à ce moment-là ouvert. Et je pense à Solidarité Numérique, qui était une plateforme téléphonique qui a beaucoup inspiré à ce moment-là et qui nous a aussi inspiré à l'époque à la Banque des Territoires pour pouvoir développer une première plateforme d'ailleurs, et ça s'appelait Click and Connect, qui était une plateforme d'accueil et d'orientation et d'accompagnement même de premier niveau pour pouvoir accueillir les artisans, les commerçants et puis les personnes, les TPE, pour faire face notamment aux demandes, pour les accompagner dans leurs demandes notamment d'aide en ligne, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait tout un programme d'aide en ligne pour pouvoir demander des aides financières, des compensations, des choses comme ça. Et on s'était aperçu évidemment que ces personnes-là étaient aussi exclues, certaines en tout cas étaient exclues du numérique. Vous pouvez considérer que 20% des personnes sont mécaniquement exclues en général du numérique, donc également des patrons de commerce, des artisans ou des patrons de TPE. Ça, c'était la première initiative. Et justement, alors on a appris beaucoup de cette première initiative et on a fait évoluer notre dispositif en un dispositif d'accompagnement finalement des projets territoriaux, en se disant finalement il faut se recentrer un peu sur un portage, notamment un portage par la collectivité territoriale qui est un peu le dénominateur commun finalement d'un certain nombre d'acteurs et qui sera capable d'identifier finalement les gens qui font dans un territoire et qui sont capables d'accompagner ces acteurs dans un territoire. Donc parfois ça va être des CCI, parfois ça va être des tiers-lieux, parfois ça va être une maison France Service ou un conseiller numérique France Service, parfois ça sera encore un aidant très informel. Donc ça sera toutes sortes de personnes, mais finalement le dénominateur et le projet commun est souvent tiré quand même par la collectivité et fait partie d'un projet politique au sens premier du terme qui est posé dans un territoire. Et c'est ce qui est quand même quelque chose, en tout cas c'est une des grandes leçons qu'on a compris notamment de cette plateforme, qui est une plateforme nationale un peu descendante et qui avait ses limites notamment, et on s'est aperçu notamment le fait que les collectivités n'étaient pas suffisamment embarquées dans cette dynamique. Surtout sur des sujets qui sont
extrêmement diffus et extrêmement dispersés dans le territoire, dans le sens où vous avez des individus, et c'est le ressort, il faut être capable de les identifier, les personnes qui ont ce besoin d'accompagnement. Alors je fais bien la différence, et elle fera bien mieux la différence que moi, la différence entre la digitalisation et l'inclusion numérique. D'accord ? Donc on fera la différence en permanence ce matin. En se disant que l'inclusion numérique, c'est vraiment la première étape, c'est vraiment l'étape d'accompagnement, d'amorçage finalement pour aller vers le numérique en général, qui répond à un besoin divers et variés, que ce soit bénéficier d'une aide, se créer un compte, se dire tiens j'ai envie de parler à des gens sur un réseau social ou faire d'autres actions, par exemple mettre en vente ou sur des plateformes de vente en ligne ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment la première étape de se dire tiens, comment est-ce que je peux initier une démarche numérique et trouver cet accompagnement de premier niveau et notamment souvent de prise en main. Il y a beaucoup de commerçants et d'artisans qui aujourd'hui n'ont pas accès au numérique tout court, ni même d'équipement, parce que dans leur vie courante, nous aujourd'hui ici à Paris, on a nos ordinateurs et qui sont notre matériel quotidien. Il y a beaucoup d'autres métiers qui ne le sont pas. Donc, il faut quand même le souligner, et notamment, je pense, aux commerçants. Voilà pour l'introduction. Ça va se passer en plusieurs temps ce matin. Un temps, notamment, une restitution d'une étude avec nos partenaires, donc Archipel & Co et Capgemini Invent, qui vont venir restituer. Margot Philippe va venir restituer l'étude. Et puis, dans un deuxième temps, une séquence justement avec des témoignages de différents territoires, différents acteurs de territoires qui viendront témoigner de ce qu'ils font sur place. Puis enfin, une petite annonce comme ça pour dire est-ce qu'il y a des lauréats ou pas, je n'en sais rien. C'est comme les autres packs, ça se découvre. Merci et bonne matinée. Je ferai peut-être la conclusion. Rebonjour à tous. Du coup, je laisse la place à Margot Philippe d'Archipel & Co pour présenter l'étude. Vous m'entendez ? Oui. La zapette. Bonjour à tous, merci pour votre accueil, merci au Hub de nous accueillir. L'idée c'est que là on puisse très rapidement vous présenter les principaux enseignements de l'étude qu'on a portée avec l'équipe de la Banque des Territoires, puisque finalement, comme Nicolas l'a expliqué, on s'était aussi lancé dans de l'action assez rapidement avec la plateforme Click & Connect, et on a vu que finalement, la réalité des enjeux d'inclusion numérique des TPE était mal observée, il faut le dire, et mal comprise. Alors j'espère que je vais vous donner envie au moins de lire la petite infographie que vous avez entre les mains. Si possible, l'étude complète dont on a imprimé quelques exemplaires, si à la fin il en reste, je serai vexée, la planète avec. En ce qui concerne les personnes qui sont en visio, on va vous envoyer le lien aussi de l'étude. Donc l'idée, c'est pas de rentrer vraiment dans le détail. Et en même temps, on a vu à quel point c'était important de venir un peu regarder à la loupe la réalité des enjeux d'inclusion numérique des TPE. Et il ne fallait retenir qu'une seule chose, et j'insisterai assez régulièrement sur ça, c'est la TPE n'est pas une PME comme les autres, et ce n'est pas une PME. Et je pense que ça, c'est vraiment le sujet clé qui fait qu'en fait, les besoins des TPE éloignés du numérique aujourd'hui est toujours, et c'est un peu compréhensible, mais en même temps, ce qu'on cherche à faire, c'est que ça cesse, un peu dilué dans l'enjeu massif national de la transformation digitale des entreprises. Et finalement, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'insister sur le fait de se concentrer aussi sur la cible TPE, qui est assez différente d'une organisation, et j'en parlerai, et puis sur les TPE qui sont aujourd'hui encore en grande partie éloignées du numérique, même si l'impression qu'on a, et ça peut être la même chose aussi, la même myopie qu'on a pu avoir sur l'inclusion numérique des jeunes, c'est pas parce qu'on a un téléphone portable dans les mains qu'aujourd'hui qu'on a dans les mains toutes les opportunités du numérique. Alors, il faut que je pense à changer mes slides. La première chose qu'on a fait, c'est d'essayer d'objectiver finalement les bonnes raisons d'agir, les intérêts à agir et le pourquoi. Et je serai rapide, mais on a trouvé 4 bonnes raisons pour agir concrètement, se mobiliser pour l'inclusion numérique des TPE. La première, c'est que c'est nécessaire. Donc, c'est quasiment 2 TPE sur 3 qui sont éloignés du numérique. Ça veut dire plus de 2,5 millions de TPE et autant d'emplois
et autant d'emplois qui sont potentiellement à risque dans un contexte, je vais prendre juste cet exemple, où l'émission de factures et la réception de factures va être obligatoirement en ligne d'ici 2024 à 2026. D'ailleurs, je pense que c'est un bon symptôme. C'était prévu pour 2023. Si ça a été repoussé, c'est aussi bien parce qu'on voit que ce n'est pas si facile que ça. Et des actes aussi essentiels et quotidiens que la facturation qui seront 100% en ligne, ça veut dire que demain, 2,5 millions de TPE qui aujourd'hui qui ne font pas ça au quotidien seraient potentiellement en risque. Donc il y a un vrai défi, c'est absolument nécessaire pour l'économie et pour le tissu économique de nos territoires. La deuxième dimension, c'est que c'est bénéfique, et notamment pour les TPE. Ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a il y a des vrais témoignages sur le fait que économiquement c'est intéressant, et même si c'est pas toujours facile d'objectiver le gain, et on va voir que c'est un vrai frein. Mais en revanche, les TPE qui ont passé le cap disent bien sûr, si c'était à faire, je le referais. Elle rappelle tout de même que c'est un énorme investissement personnel et je pense que ça, c'est aussi important à avoir en tête. Et puis, ce qui nous a intéressé, c'est aussi à quel point la place des intérêts extra-financiers a émergé dans les retours qu'on a pu avoir, notamment sur le gain de temps et notamment le gain de temps sur des tâches pénibles aussi. Et c'est que le temps est peut-être la denrée la plus précieuse quand on est artisan ou commerçant. Aussi la question de la sécurité, je pense que l'exemple de l'usage potentiellement d'un drone pour un couvreur, en fait, on voit que ça vient aussi réduire la pénibilité au travail. Et puis cette notion aussi de je suis dedans, et ça, on voit qu'il y a un vrai parallèle avec la question de l'inclusion numérique du grand public. C'est ça y est, j'ai plus l'impression d'être en décalage, on le verra. Je pense que l'injonction à se numériser, elle peut être aussi perçue comme assez agressive pour une personne ou en l'occurrence un artisan, un commerçant qui ne l'est pas. Et du coup, le fait d'en être, ça aussi, ça donne, je dirais, un coup de boost en matière d'innovation. Troisièmement, c'est une opportunité aussi pour les territoires. Il y a de nombreuses études qui le montrent, et notamment pour l'attractivité. C'est un vrai moteur économique de nos territoires, et notamment pour réduire potentiellement certaines fractures territoriales. Et puis, pour parler à la fois au cerveau droit et au cerveau gauche, je dirais aussi c'est un défi accessible, et je pense que ça c'est important de le dire, c'est possible. Clairement, la France est en retard par rapport à d'autres pays européens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, c'est que les pouvoirs publics et les collectivités territoriales en particulier ont un rôle à jouer et ont ce rôle de moteur. Dans des pays comme le Danemark ou l'Allemagne, c'est aussi la collectivité qui s'est mobilisée pour se dire on va vraiment accompagner l'inclusion numérique de nos TPE. Et du coup, comme vous l'avez compris, l'enjeu, c'est maintenant de passer à l'action et notamment de se dire c'est aussi dans les mains des collectivités, non pas de tout faire, mais de venir aussi jouer ce rôle de moteur et de catalyseur. Alors, une fois qu'on s'est dit on a envie de le faire, j'espère que je vous ai un peu convaincu, l'idée c'est un peu le comment. Et ça, honnêtement, c'est pas si simple que ça. Et même tous les enseignements qu'on va pouvoir porter sont aussi parfois des constats que des solutions clés en main. Et on sait qu'il y a aussi des énergies qui sont mobilisées pour ça et que ce n'est pas facile. Sur le comment, l'idée c'est qu'on a essayé de travailler sur les clés de compréhension. Pourquoi, quels sont véritablement les besoins, les aspirations et le rapport au numérique d'artisans et de commerçants qui en sont éloignés. Les conditions aussi d'une transformation non subie, et ça c'est beaucoup remonté. Cette dimension, on nous force à, alors que parfois c'est même pas utile pour mon métier. Et je prendrai cette anecdote, je pense aussi, si vous êtes dans le bâtiment en Île-de-France, où il y a beaucoup de tensions, on a vu que utiliser le numérique pour son développement commercial, c'était quasiment vu comme un symptôme de « t'es pas assez bon ». Pour que le bouche à oreille naturel se fasse. Donc c'est intéressant parce que c'était contre-productif d'utiliser le numérique. Ou par ailleurs, des gens qui ont dit, je me suis mis sur le bon coin, j'avais tellement de demandes, j'étais tellement en incapacité d'y répondre qu'en fait, je suis repartie de ça. Donc aussi, c'est intéressant de voir à quel point pragmatiquement l'injonction au numérique n'est pas forcément perçue comme utile ou comme efficace. Et puis, on a essayé de travailler sur les leviers d'un accompagnement efficace pour pouvoir aboutir sur des propositions, des recommandations et j'espère des pistes d'action. Donc, la première chose, et c'est ce que je disais au début, c'est vraiment d'insister sur le fait que TPE, PME, c'est pas qu'une différence de taille, c'est aussi vraiment une différence de nature. Donc, il faut vraiment garder en tête que l'inclusion numérique d'une TPE, quand une TPE, c'est avant tout un homme, une femme, tout seul ou avec un peu d'aide de son conjoint, qui a 1000 casquettes et qui globalement fait son métier la semaine, fait la compta le week-end. Donc la transformation numérique, ça se passe le soir ou le week-end. Ça, c'est quand même c'est important. Et du coup, on n'opère pas la transformation numérique d'une TPE, donc en fait d'une personne, comme on peut le faire d'une organisation. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et on voit du coup que les pratiques numériques, la culture numérique et l'appétence numérique du dirigeant, elle structure, même si elle n'est pas du tout proportionnelle, mais elle va structurer l'inclusion numérique de l'organisation et du métier. Et ça, c'est important. Et on voit, c'est aussi pour ça qu'on pense qu'il y a vraiment des liens à faire avec le monde de la médiation numérique du grand public, qui a aussi un rôle à jouer, parce que les premiers pas,
c'est aussi bien des premiers pas d'acculturation, de mise en confiance. Une deuxième dimension, c'est aussi la question du métier, et on l'a vu, et du coup, je ne vais pas m'étendre sur ça. Mais déjà, on ne se définit pas de TPE, on se définit par son métier. Et deuxièmement, on voit qu'en fonction des secteurs, des métiers et des territoires, les moteurs, les freins et l'usage du numérique sont extrêmement différents. Et du coup, les solutions aussi. Et c'est aussi pour ça que des formations qui sont transverses sont souvent perçues comme inadaptées et pas efficaces. Et donc ça, c'est, je dirais, pas pratique pour massifier des solutions, mais on insiste pour que la question du métier soit vraiment prise en compte, et du coup aussi que la question de l'inclusion numérique soit intégrée dans les formations métiers, puisque c'est assez structurant dans les usages. Et évidemment, quand on a vu notamment autour du confinement et des 2 dernières années, beaucoup plus, je dirais, d'efforts qui ont pu être faits côté commerçant, parce que s'il y avait un moteur qui était très concret, alors comme je le disais, que dans certains métiers et dans l'artisanat, vous pouvez très bien faire votre métier avec beaucoup de plaisir, sans avoir besoin du numérique, jusqu'au moment où l'État vous demandera de faire vos factures en ligne. Voilà. Mais aujourd'hui, sur la perception, c'est vraiment clé. Et ensuite, je voudrais partager en fait la question de, finalement, aujourd'hui, les TPE sont je dirais même trop peu touchés par les dispositifs actuels. Des dispositifs qui s'adressent aux entreprises en général, qui sont sur la transformation numérique en général, ou des dispositifs qui accompagnent la médiation numérique du grand public et qui sont là aussi potentiellement inadaptés. Ce qui est vrai, c'est que le besoin n'est pas forcément très bien explicité. Et d'ailleurs, on voit que de toute façon, moins on est mature sur le numérique, moins on porte un diagnostic précis sur ses besoins et notamment sur les intérêts. Le fait, je le disais au début, qu'il n'est pas facile d'objectiver les gains, notamment économiques, c'est un frein aussi au fait de se lancer dans cet investissement qui est estimé comme très lourd, notamment en temps et notamment en investissement personnel, en effort personnel. Et du coup, il y a un vrai défi sur l'objectivation des gains, finalement, de l'inclusion numérique et puis de la transformation numérique plus tard. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un peu ressenti comme une transformation relativement subie et du coup, finalement, chacun gère un petit peu comme il peut et on se débrouille plus qu'on ne s'engage dans une démarche d'inclusion numérique avec, on le voit aussi, beaucoup l'apport des conjoints, des pairs et l'apport informel qui finalement est la meilleure solution à court terme, souvent, et qui ne permet pas non plus de s'engager vraiment dans une démarche d'inclusion numérique. Et sur cette dimension d'une transformation subie, je pense que quelque chose qui est pas mal remonté et qui est assez symptomatique, c'est la question de la sémantique. Je pense que ça, c'est important aussi. On voit que les TPE aussi insistent beaucoup sur la dimension très concrète, sur le fait qu'il y a du boulot, chaque jour suffit sa peine, je dirais. Et du coup, une sémantique un peu novlangue, un peu éparse, peut créer, je dirais, des réactions assez allergiques, parce qu'on se dit c'est quoi tout ça et finalement qu'est-ce que je vais y gagner. Et je dirais même ça, excusez-moi, du click and collect, qui est déjà, je dirais, un concept. Nombre d'artisans qui vont dire c'est quoi ce click and voilà. Et je pense que c'est important aussi de venir dialoguer dans la langue d'un entrepreneur et dans la langue de son métier, avant de dialoguer avec la langue du numérique. Et je sais que ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est très symptomatique de la façon dont peut être perçue cette injonction au numérique. Et puis, il y a quand même un défi sur finalement la lisibilité, la visibilité et l'adaptation de l'offre d'inclusion numérique ou de transformation numérique par rapport aux TPE. Clairement, je pense que les TPE ne sont pas identifiés comme une cible précise. Les TPE éloignés du numérique peut-être encore moins. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que les personnes ne savent pas ce qui existe, n'ont pas l'impression qu'on vient les chercher, et eux-mêmes ne sont pas forcément dans une démarche archi-proactive, il y en a plein évidemment, mais ne sont pas forcément massivement dans une démarche archi-proactive d'aller chercher des solutions qui peuvent s'offrir à eux. Et du coup, il y a quand même un vrai défi sur... en fait, aussi d'épuisement, je pense, d'acteurs qui peuvent vouloir faire des formations. On en parlera. Et le nombre d'acteurs qui nous ont dit c'est épuisant. En fait, on fait des formations et en fait, il n'y a personne qui vient. Et ça, c'est un risque, je pense, d'épuisement par rapport à des acteurs qui ont lancé des choses, qui vont dire bon, en fait, ils n'ont pas envie, alors qu'il y a quand même une sorte de décalage entre une offre et une demande qui n'est pas nécessairement exprimée, mais qu'il faut un petit peu révéler. Et ce qu'on voit du coup, c'est que les déclics proviennent essentiellement des pairs. La légitimité vient des pairs. Et c'est comme ça, je pense, c'est comme ça dans beaucoup de secteurs. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut insister. C'est que finalement, tout ce qui a l'air d'être un professionnel de la transformation numérique est souvent considéré a priori comme quelqu'un qui n'a pas compris les enjeux du métier et qui ne sera pas forcément pertinent. Et là, je pense que l'enjeu des pairs est absolument essentiel.
Dernière dimension, c'est aussi le quand. Il y a des moments propices et des moments qui ne sont pas propices dans la vie d'une entreprise. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait peut-être quelques bonnes fenêtres de tir, et je pense que ça, c'est assez intéressant avec la place de l'apprentissage. L'arrivée du plus un, je dirais, du premier salarié ou apprenti, on voit que ça a souvent un déclencheur d'une démarche vers le numérique, notamment portée par l'apprenti qui, lui, a une appétence, a des réflexes et va le porter. Et on voit aussi que les périodes critiques, comme la crise du Covid, l'ont été, ou la transmission à quelqu'un d'autre, en tout cas avec un repreneur qui va vouloir redynamiser l'entreprise, sont aussi des fenêtres de tir. En revanche, quand tout va bien, honnêtement, c'est quand même très compliqué d'être audible en disant le numérique, c'est essentiel pour vous. Et donc, on voit que c'est important de s'adapter aussi à la vie de l'entreprise pour se dire qu'il y a des fenêtres de tir pour lesquelles on peut essayer d'accélérer l'inclusion numérique. Pour terminer, je serai très rapide, je ne vais pas du tout partager toutes les propositions. On a essayé de travailler sur quelques propositions, recommandations, pistes d'action. Donc, ce n'est pas du tout un mode d'emploi, mais on espère que ça peut éclairer. La première chose, je pense que Nicolas l'a dit, c'est à l'échelle des territoires, il faut quand même organiser des écosystèmes qui vont s'intéresser et travailler ensemble pour l'inclusion numérique des TPE. Et on voit qu'il y a vraiment ce rôle clé à jouer de la collectivité qui peut être un moteur et un rassembleur de cet écosystème. Et ensuite, ça veut dire rassembler à la fois ce qui peut être les acteurs et les lieux de la médiation numérique du grand public qui doivent aussi potentiellement et qui peuvent se tourner et s'intéresser à cette cible et du coup proposer des offres qui soient adaptées à cette cible. Et deuxièmement, les acteurs, notamment privés, notamment très locaux et qui sont aussi d'ailleurs souvent des TPE ou des PME, de la transformation numérique. Et là, on voit, en tout cas, ça peut être très efficace, on a beaucoup de retours, ça peut être autant le community manager qu'un concepteur de site. Voilà, ça peut être aussi beaucoup ces fournisseurs de services qui viennent apporter un service, qui ont de la crédibilité et qui ont un rôle aussi dans le fait d'identifier qu'une TPE est en fragilité numérique et puis de la mobiliser pour avancer, je dirais pas à pas. Et puis, troisièmement, il y a je dirais quand on parle d'inclusion numérique, en général, on a un bon réflexe, faire des formations, ou encore mieux, faire des formations gratuites. Et là, en fait, on voit que ça ne marche pas. Et je pense que ça, c'est vraiment un point clé de notre étude. C'est qu'il va falloir repenser la façon dont on propose de l'inclusion numérique. Et on voit qu'à la fois, la formation n'est pas du tout achetée à la poubelle, mais il faut absolument innover dans les contenus, les lieux, les horaires, les formats, les formateurs. Et il y a un vrai défi aujourd'hui sur travailler innover sur les systèmes de formation. Et deuxièmement, de venir proposer des formats alternatifs à la formation. Je dirais presque, mais Régis, tu me contrediras, je dirais presque quand on est artisan depuis 20 ans, on est allergique à la formation et que ce mot repousse. Et donc, en fait, il faut être plus discret que ça, en tout cas, et surtout plus homéopathique. On voit qu'il y a beaucoup plus des demandes d'accompagnement individuel, de surtout pas concentrer finalement l'effort sur un temps qui devrait être le moment où on apprend et puis ensuite on se débrouille, et d'être beaucoup plus, et on a vu des initiatives dans ce sens et qui ont inspiré un certain nombre de collectivités, dans des démarches d'accompagnement beaucoup plus personnalisées. Donc voilà, il y a un vrai défi aussi, et je pense que c'est la cible exigeante qui n'a pas le temps de l'artisan, du commerçant, de l'indépendant. Je pense que c'est une cible très vertueuse justement pour venir réinventer la façon dont on propose finalement des parcours d'inclusion numérique qui pourraient aussi, je pense, inspirer ce qui peut être fait côté grand public, même si aujourd'hui on a des solutions beaucoup plus massives côté grand public. Et puis peut-être aussi sur les premiers pas numériques d'organisations un petit peu plus grosses que des TPE. Voilà, j'ai essayé d'être très rapide, j'espère pas trop rapide. J'espère du coup que ça vous aura donné un petit peu envie de rentrer dans le détail, en tout cas si vous souhaitez passer à l'action, de rentrer dans le détail de cette étude. Et puis à propos d'action, du coup, je pense que l'idée maintenant, c'est de passer la parole à Louise Gabriel, puisque des collectivités, du coup, ont relevé ce défi de venir s'atteler à des projets d'inclusion numérique des TPE. On en est ravis. Du coup, en parallèle de la production de cette étude, nous avons mené un appel à manifestation d'intérêt
dont l'objectif était d'identifier une vingtaine de collectivités territoriales qui bénéficient du coup d'un appui méthodologique, un appui financier, afin de les accompagner dans le déploiement de leurs projets d'inclusion numérique à destination des TPE. Donc, en soi, quel type de collectivités avons-nous ciblé? Nous avons ciblé des collectivités, disons, plutôt à maille opérationnelle, si on peut dire ce terme. Donc, des collectivités plutôt des agglomérations, des communautés de communes, des syndicats mixtes, bref, des collectivités qui étaient proches des besoins des TPE, qui seraient du coup le plus à même de lancer des projets pour cibler directement ces publics précis. Donc, cet appel à manifestation d'intérêt, c'est du coup construit en deux phases. Une première phase méthodologique, puis une deuxième phase d'appui financier. Donc, comme on peut voir, il y a eu un calendrier assez rythmé, dans le sens où on a lancé cette AMI du coup fin octobre, et en l'espace d'un mois, on a une cinquantaine de candidatures. Donc, ça a montré un réel engouement par rapport à cette démarche, et également, ça a démontré un réel besoin d'accompagnement par rapport à ces problématiques de toucher ce public particulier que sont les TPE, notamment de les faire monter en compétence sur le sujet du numérique. Donc, on a une cinquantaine de dossiers. Nous en avons retenu du coup 25. 25 pour cette première étape d'accompagnement dite méthodologique. Puis après, du coup, il y a eu un second appui lors de la seconde phase d'appui financier. Donc là, effectivement, par la suite, on va vous présenter du coup le moment tant attendu des lauréats, des collectivités lauréates. Alors concrètement, en quoi a consisté du coup cet accompagnement méthodologique? Il y a eu 3 segments d'intervention du coup de la Banque des Territoires. Un premier segment qui était du coup les webinaires thématiques. Effectivement, nous avons du coup souhaité lancer une dynamique de collectivité, dynamique d'experts, que ce soit des experts thématiques, donc par exemple la Fédération nationale de l'habillement, les compagnons du devoir du Tour de France, qui eux sont vraiment proches du coup des artisans, des commerçants, et qui sont le plus à même du coup d'identifier les difficultés, les besoins, peut-être les leviers pour cibler ce public particulier que sont les TPE. Mais également, on a mobilisé du coup tout un écosystème, notamment par exemple nos hubs territoriaux pour un numérique inclusif, la mêlée, également les assembleurs, qui du coup lancent des projets pour cibler donc ce public, mais également Pop Café qui par exemple est un tiers-lieu et donc qui fait venir les artisans, les commerçants, mais également de manière plus générale les TPE au sein de leur café pour le numérique du quotidien, les faire monter en compétences, les conseiller sur des petites démarches qui soient administrative ou que ça soit vraiment tout ce qui est un peu la montée en compétence sur des outils. Ce qui était également intéressant, c'est qu'on a souhaité faire le lien avec des dispositifs notamment existants, notamment BPI France, avec son collège des universités, mais également du coup la CMAEST, donc aller vers les TPE, donc pour le coup plus particulièrement les commerçants, puisque la CMAEST c'est vraiment un commerçant et un étudiant, donc c'est-à-dire un étudiant qui est formé au numérique va du coup accompagner, donc va aller directement au sein du commerce pour faire monter en compétences, former le commerçant, et donc pas en une fois, mais vraiment pendant plusieurs temps. Donc il y a vraiment un suivi, et c'est ça qu'on souhaitait mettre en œuvre. Donc vraiment identifier des problématiques, et après identifier donc les synergies sur les territoires entre plusieurs dispositifs qui existent, et lancer peut-être de nouveaux leviers innovants comme aller vers ou tester de nouvelles choses. Il y a eu également des entretiens individuels. Donc, ce qui est intéressant en l'occurrence, c'est que la plupart des collectivités ont souhaité avoir ces entretiens individuels. L'objectif était vraiment d'avoir un suivi tout au long de cette démarche. Donc, on voit qu'il y a eu un accompagnement méthodologique de 2 mois. Donc, pendant 2 mois, les collectivités ont pu avoir un ou plusieurs échanges avec du coup nos Capgemini et Archipel pour les appuyer du coup dans le développement, dans peut-être plus la précision par rapport à leur projet, et également identifier peut-être les freins, les bonnes pratiques pour qu'elles puissent se déployer au mieux une fois l'appui financier de la Banque des Territoires retenu.
Et également eu un centre de ressources partagées, donc 3e levier d'action, où on a mis à disposition du coup notre étude qui a été présentée par Margot préalablement, mais également des fiches actions. Donc par fiche action, on entend tout simplement des fiches qui permettent notamment d'identifier des cofinancements, d'identifier les partenaires qui soient publics ou privés pour justement créer une synergie, une dynamique autour de leur projet et au sein du territoire. Donc il y avait vraiment ces 3 ambitions d'accompagnement au plus proche du terrain et des difficultés des collectivités à attirer ces TPE lors de leur formation, lors de leurs différents projets. Le dispositif en quelques chiffres. Comme on a pu du coup le présenter, donc il y a eu un engouement puisqu'en l'espace d'un mois on a eu quand même une 50aine de candidatures. On a eu près de 5 webinaires on a lancé 5 webinaires et une mobilisation de 10 intervenants. Du coup, plus de 560 000 € de subventions ont été distribués donc parmi les 20 collectivités lauréates. Et du coup, 17 entretiens individuels. Donc, il faut savoir effectivement qu'on avait 25 collectivités préalablement retenues. Donc, on voit un engouement pour vraiment mener au mieux cette démarche. Et du coup, le moment tant attendu, les collectivités lauréates pour notre appui financier dans le cadre de l'AMI sont les collectivités suivantes. Donc, je vais un peu les faire une par une et du coup les féliciter. Nous avons du coup la communauté d'agglo Porte du Hainaut, la communauté urbaine d'Arras, la communauté de communes Thiérache, Est Ensemble, communauté de communes Ouest Picarde, communauté de communes Téloise, agglomération Paris-Saclay, le SMAT Le Mans, communauté de communes Rechauffée, Pornic-Agglo, donc qui est présente également aujourd'hui. La communauté d'agglo de La Rochelle, Brest Métropole, communauté de communes Terre du Lauragais, Grand Narbonne, communauté de communes Val-Espire, Montpellier Métropole, Mairie de Martigues, communauté de communes Pilar-Rodalien, Pays de Luxeuil, Eurométropole de Strasbourg et normalement communauté de communes peut-être Thiérache si je ne l'ai pas déjà cité. Donc ça c'est bon. Donc félicitations puisque quand même... Félicitations, puisqu'effectivement, on a pu voir que c'était un calendrier rythmé, où effectivement, on a demandé quand même beaucoup à ces collectivités qui se sont mobilisées, aussi bien pendant l'accompagnement méthodologique, à répondre à notre dossier. Et effectivement, on voyait qu'il y avait un besoin réel d'accompagnement, mais également un appui opérationnel. Donc là, notre démarche, notre AMI, que ce soit sur l'appui méthodologique que l'appui financier, se veut opérationnel. Donc par la suite, on voudra vraiment... du coup capitaliser sur les réussites, les difficultés, les différents leviers d'action pour les partager auprès des autres collectivités, mais également pour peut-être les répliquer auprès des collectivités qui, elles, ont eu des succès et qui peut-être lancent des projets similaires. Et ce qui est intéressant de voir en termes aussi de retour global sur cette démarche, c'est que la plupart des collectivités donc, de cet accompagnement ont capitalisé, se sont appuyés sur des dispositifs existants. Donc, par dispositifs existants, il y a par exemple les conseils numériques, donc France Service. Également, l'ensemble, voire la plupart des projets des collectivités mentionnaient les chambres consulaires. Donc, les chambres consulaires sont vraiment un maillon essentiel du territoire en termes de développement économique, mais également une porte d'entrée qui est essentielle pour les TPE, parce qu'effectivement, quand on est une TPE, qu'on soit un entrepreneur, on pense tout d'abord aux chambres de commerce et d'industrie, mais également aux chambres de métiers et d'artisanat. Et on voit qu'il y avait du coup également un tiers des collectivités qui souhaitaient capitaliser sur les tiers-lieux qui existaient sur leur territoire. Après, donc, nous avions également mentionné le fait que pour être retenu et pour réussir au mieux son projet, il y avait du coup nécessité de s'entourer de partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Et beaucoup de collectivités du coup mentionnaient les acteurs de l'entrepreneuriat, comme l'a dit la BGE, pour justement identifier les difficultés, la bonne porte d'entrée, les bons leviers pour déployer au plus juste, au plus près du coup des TPE, des projets
et pour justement les attirer, puisqu'effectivement, comme l'a mentionné Margot, et comme probablement on va le mentionner lors du temps d'après, il y a une réelle difficulté à attirer ces entrepreneurs lors de temps de formation qui ne sont pas toujours, entre guillemets, au bon moment, puisque ce sont des artisans, des commerçants qui travaillent parfois jusqu'à 19h, 20h. Et donc, il y a une réelle volonté de s'adapter plus les projets. Nous, en tant que peut-être structure, que nous soyons publics ou privés, aux besoins et aux difficultés de ces entrepreneurs. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que beaucoup de projets se lançaient, mais certains également visaient à développer des dispositifs existants. Donc, vous avez quelques exemples sur les slides. Après, justement, nous n'avions pas identifié en amont de critères de maturité sur justement l'état d'avancement des projets dans la sélection des collectivités. Donc, comme vous pouvez voir, il y a certains qui se lancent, d'autres qui sont déjà bien avancés. Donc, nous, notre objectif est un objectif vraiment de coup de pouce. Coup de pouce à travers l'appui méthodologique, mais également à travers l'appui financier qui a vocation à déployer, du coup, ces projets. Hop, et du coup, nous allons passer maintenant au regard croisé sur l'inclusion numérique des TPE. Et je remercie du coup vivement nos 3 intervenants. Du coup, Michel Fargot de la CCI Alsace Métropole, Régis Guilhem, compagnon des devoirs à Tour de France, également Philippe Gonin de la communauté d'agglo de Pornic, de venir nous rejoindre pour un temps d'échange à ce sujet. Messieurs, bonjour. Peut-être pouvez-vous vous présenter chacun en quelques mots afin qu'on vous identifie et qu'on connaisse bien vos différentes casquettes. Peut-être. Ouais. Ah, Philippe. Si. Vous m'entendez ? Voilà. Donc, je me présente Philippe Gonin, je suis responsable de l'animation économique à Pornic-Agglo, Pays de Ré. Voilà, c'est un territoire de 65 000 habitants, rural et littoral. Puis je tenais aussi à remercier du coup la Banque des Territoires de nous avoir invités. Et puis remercier aussi, on aurait besoin d'en parler du projet, mais nos partenaires, qui sont les chambres consulaires, on en a parlé, qui sont aussi le groupe La Poste. Et puis remercier aussi l'équipe avec qui on a travaillé, en particulier Marion Bourbao, qui est responsable commerce et artisanat. Et on a vraiment travaillé ce projet dans ce lien-là. Bonjour, Michel Fagot. Donc moi je suis responsable du pôle mutation digitale à la Chambre de commerce de l'Alsace. Et donc nous on travaille en étroite collaboration avec l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc je suis ravi d'être là en tout cas pour parler un petit peu de notre expérience sur le sujet et puis conjointement avec l'EMS en tout cas. Et puis voilà. Merci. Bonjour à tous, donc Régis Guilhem, je suis secrétaire général chez les Compagnons de Tour de France. Donc, nous sommes une association loi 1901, on fait de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment, en formation en apprentissage ou en formation continue et dans l'entrepreneuriat. Voilà. Merci messieurs. Du coup, peut-être première question pour Régis. Du coup, vous avez eu cette présentation de l'étude. Vous êtes du coup également compagnon du Tour de France, mais également artisan. Quels sont les leviers pour vous les plus efficaces pour agir du coup en faveur de l'inclusion numérique des TPE ? Est-ce que vous pouvez peut-être rebondir sur ce qui a été dit ? Est-ce que vous partagez les constats ou non ? Alors pour partager les constats, oui. Pour connaître les artisans, on sait très bien qu'ils sont très éloignés du numérique. Par exemple, dans nos centres de formation, vous signez un contrat tripartite en apprentissage et on est censé les voir pour faire le suivi de la formation. Et même au mail, ils ne répondent pas, ou c'est très difficile de les avoir, de les rencontrer. Maintenant, pour ce qui est aussi des leviers, je pense à la formation pair à pair, ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On va dire quand un apprenti arrive dans l'entreprise, il amène aussi tout un savoir, tout un bagage qu'il arrive à glaner au centre de formation.
À titre d'exemple, j'étais formateur menuisier, on va faire de la formation, je vais utiliser des tableurs pour faire des feuilles de débit, choses comme ça. Chose qu'ensuite il va discuter avec son patron d'apprentissage, quoi. Et ça marche bien. Alors au début, ils sont très réticents. Ils disent bon, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser un ordinateur avec Excel. Et puis quand tout d'un coup, ils gagnent une demi-journée de travail sur la conception d'un projet, là, ça devient très intéressant. C'est leur faire vraiment prendre conscience que c'est un investissement. Mais même ce mot-là, ils ne le comprennent pas forcément tout le temps. Ils sont avant tout menuisiers, charpentiers, et ensuite ils se définissent comme chefs d'entreprise, comme on l'a bien vu dans le rapport. Donc pour eux, un investissement, c'est acheter une nouvelle scie à format, c'est quelque chose, c'est pas du temps informel comme ça. Ils le voient pas comme ça. Ensuite, le deuxième point, c'est sur la reprise d'entreprise. Ça, au moment de la passation d'une entreprise, les artisans sont très attachés au fait que quand ils partent à la retraite, ils vont revendre une partie d'eux-mêmes, quoi. Ils vont revendre une partie de leur vie. Si on pouvait influer sur le fait qu'il y ait une formation numérique pour le repreneur, ça serait très intéressant. Je vous donne un exemple concret, puis après j'arrête de parler, parce que sinon je passe des heures. Je connais un artisan qui habite vers Chartres. Il travaille tout le temps à Paris, hein. Il fait l'aller-retour, il a des très bons clients. Il travaille souvent sur les Champs-Élysées, donc bon, il y a certains moyens sur les Champs-Élysées. Il n'a pas de site internet. Pour son chiffrage, il a repris ce que faisait son père, parce qu'il a repris l'entreprise de son père. Bon, et il a fait un petit peu d'Excel parce que sa compagne, elle a fait une formation, elle a fait un BTS secrétariat, donc elle l'a aidé. Mais il a repris les mêmes temps, il a fait un petit tableur Excel, et ça va comme ça, quoi. Ça me suffit. Donc si vous voulez, c'est au moment de la reprise où on aurait pu vraiment dire, là, il faut, en plus d'une formation un peu plus poussée sur la gestion d'entreprise, qui est vraiment un accompagnement sur le numérique, ou au moins ce que ça peut apporter. Voilà pour ma part. Je laisse la suite. Merci Régis. Peut-être Michel, du coup, en tant que représentant de la CCI Alsace Métropole, est-ce que vous proposez du coup des projets de reprise d'entreprise, ou quel type de projet vous lancez pour justement répondre à cet enjeu, à cette difficulté au numérique des artisans et des commerçants ? Eh bien, alors tout d'abord, l'étape initiale en fait pour nous, pour essayer de constater et faire le même constat finalement que lors de l'étude, d'un certain éloignement du numérique de la part de beaucoup de TPE, on fait des diagnostics de maturité digitale. Ça, grâce à la région Grand Est et à l'Eurométropole. Et ça nous permet vraiment d'avoir un tour d'horizon et de savoir où en est l'entreprise, quel est son niveau de maturité. Et alors, si on constate qu'effectivement certaines entreprises sont tout à fait à l'aise avec le numérique, en fait l'essentiel, et vous l'avez déjà dit, sont vraiment éloignés. Et je rejoins aussi ce que disait monsieur, beaucoup d'entreprises n'ont même pas de site internet, une adresse mail quand tout va bien. Bon, c'est parfois compliqué, on voit qu'on part de loin, hein. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a comme levier, nous, pour essayer d'accompagner les entreprises ? Bien, suite à ces diagnostics-là, on peut essayer de définir des plans de progrès, voir comment on peut avancer, on peut accompagner l'entreprise et les mettre en relation, pourquoi pas donc avec des prestataires que l'on a référencés et qui sont en mesure d'accompagner les entreprises. Ça, c'est un premier point. On a un autre point aussi, c'est à l'occasion donc des formations 5 jours pour entreprendre. Donc là, on est vraiment en préventif, si on peut dire. On rencontre les entreprises ou les futurs créateurs et on intègre vraiment des phases de sensibilisation aux enjeux du numérique. Ça fait partie de la formation 5 jours pour entreprendre. On intervient aussi au niveau d'une couveuse, au niveau de l'EMS, où donc là c'est pareil, on fait de la sensibilisation au numérique. Enfin, on a aussi un dispositif qui est en train d'être mis en place, c'est le Pacte Digital Alsace. Alors là, on a fait un partenariat avec la région, des hébergeurs, des web agencies. Et en fait, on offre pendant 1 an aux entreprises donc un nom de domaine, 2 adresses mail, un hébergement et une page web pour que vraiment on leur mette le pied à l'étrier et puis qu'ils puissent se familiariser avec le numérique.
D'accord. Est-ce que peut-être vous avez eu un peu des retours des formateurs sur un peu le nombre de personnes qui venaient ou peut-être les difficultés, ou est-ce qu'effectivement vous n'avez pas de difficultés propres sur votre territoire à peut-être justement identifier mais également faire venir les TPE à vos formations ou à vos différents projets? Est-ce qu'ils ont par exemple évolué au fur et à mesure du temps? Ah bah disons que le dispositif 5 jours pour entreprendre, c'est un peu captif, puisque finalement, ça s'adresse à tous les créateurs et la formation, elle est large spectre sur toutes les problématiques de création. Du coup, finalement, on les chope, on les conserve, et du coup, on peut profiter de cette occasion-là pour les sensibiliser au numérique. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'aller les attraper, ils viennent spontanément pour cette problématique de formation 5 jours pour entreprendre. Ça, c'est une facilité. D'accord, c'est intéressant. Effectivement, ça fait le lien avec notre propos de tout à l'heure, qu'il y a plusieurs fenêtres un peu d'opportunités pour cibler et du coup faire monter, embarquer les TPE, donc la création d'entreprises. Peut-être, Philippe, vous souhaitez un peu rebondir sur ces points? Effectivement, nous on se rend compte que peut-être il y a déjà un triptyque qui est assez fort, c'est ce triptyque entre les élus, les entreprises, les techniciens et les partenaires. Quand je dis techniciens, c'est aussi les chambres consulaires. Voilà. Ça, on a cette chance sur Pornic Aglo, c'est que ce dialogue-là, il fonctionne bien. Il s'est beaucoup renforcé pendant le confinement et pendant le Covid, puisqu'on a mis en place un baromètre e-Covid. C'était d'ailleurs une des demandes des clubs d'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Ça, je pense que c'est vraiment important. Ensuite, effectivement, le deuxième point qui semble important, c'est celui de la sémantique. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. On n'a toujours pas rencontré, en tout cas nous de notre part, d'entreprises qui souhaitaient être inclus dans le numérique et d'entreprises qui souhaitaient être transformées digitalement. Et le mot, d'ailleurs, il est un peu violent. Est-ce que j'ai envie d'être transformé? Je ne suis pas sûr. Voilà. Moi, à titre personnel, je ne suis pas sûr. Donc, du coup, effectivement, on se rend compte que nous, les entreprises, on les rencontre souvent dans des biais informels, que la demande, elle est rarement exprimée dans un cahier des charges numérique. Elle a un problème de trésorerie, l'entreprise, elle a un problème de production. Et ensuite, on s'est rendu compte aussi que peut-être dans les opérations, parce qu'il y a des opérations montées avec les chambres consulaires, on avait peut-être induit un biais, nous, dans notre communication, de donner peut-être cette impression que le numérique était synonyme de communication et de commercialisation, en oubliant tout un pan d'usage et qui sont sur les métiers, finalement. Voilà peut-être un premier élément de rebond. D'accord, merci Philippe. Du coup, si j'ai bien compris, vous vous positionnez un peu comme peut-être chef d'orchestre, un peu en tant que collectivité. Comment concrètement ça a lieu sur votre territoire? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire les partenaires, peut-être expliciter les partenaires avec lesquels vous travaillez? Effectivement, vous mentionnez donc les chambres consulaires. Est-ce que du coup vous êtes en lien avec d'autres? Et comment un peu vous organisez tout cet écosystème? Alors déjà, le projet, il vient, comme je disais, aussi d'une volonté politique. On parlera peut-être plus tard du WIP, qui est une maison d'entrepreneuriat. C'est un projet qui a ouvert ses portes en 2021. C'est un projet dans lequel on va retrouver sur 1700 mètres carrés un espace de coworking, une pépinière d'entreprise, un hôtel d'entreprise, mais c'est aussi un lieu qui est une tête de pont pour un réseau de tiers-lieux et d'espaces de coworking, pour peu que là aussi on va faire une sémantique, une différence dans la sémantique entre coworking, tiers-lieu. Voilà. Moi, elle m'échappe parfois un petit peu, mais voilà, en tout cas, c'est un réseau de tiers-lieux. Donc cette volonté, et le WIP était là aussi pour accompagner aussi bien les commerçants, les artisans, que pour accompagner les entreprises de l'offre numérique. Donc voilà, c'était aussi ce lieu de rencontre. Donc c'est un lieu de convergence, le WIP. Pour répondre à votre question, oui, Pornic Aglo se positionne comme finalement un acteur qui peut intégrer les politiques publiques sur son territoire, qui peut coordonner l'intervention de ses différents partenaires. Et dans ces partenaires, effectivement, les chambres consulaires sont des partenaires de longue date. Il y a tous les opérateurs de la création en reprise. Il y a aussi des opérateurs d'autres politiques publiques avec qui on essaie de travailler. Et ce qu'on essaie de faire, peut-être, c'est de ne pas segmenter les sujets, plutôt de les interconnecter. Et on a été encouragé, notamment dans l'accompagnement, d'aller peut-être aller encore plus loin, notamment dans le cadre, je disais, de ce baromètre d'observation économique pendant le Covid, qui était un lieu d'échange en fait entre les entreprises, les élus, les techniciens, en disant qu'est-ce qui va nous arriver dessus, qu'est-ce qu'on fait, des inquiétudes des entreprises du BTP sur les permis de construire, mais qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas ralentir les instructions, enfin des choses aussi bêtes que ça, aussi concrètes que ça, et aussi importantes que ça. Et donc du coup, dans ce contexte-là, il y a un partenariat qui s'est mis en place aussi avec toutes ces entreprises. Et toutes ces entreprises, c'est les banques, c'est les assurances, c'est les experts comptables. Et peut-être, alors qu'on avait tous ces gens-là avec nous sous la main, on avait
peut-être nous-mêmes pas fait le lien avec le numérique, sur le fait qu'il peut être prescripteur finalement, et que finalement, avant même de venir peut-être vers l'aglo, le premier réflexe, ça a été de se tourner vers l'expert comptable. Donc pour Pornic Aglo, on essaie, alors comment concrètement? Ce qu'on essaie de faire déjà, c'est d'avoir un peu une logique de feuille de route, de partager un peu une vision de on va vers où. On essaie d'écrire des projets, d'écrire quelques lignes de projet pour expliquer les objectifs. Ensuite, on essaie d'avoir des conventions de partenariat, et c'est peut-être là où on a pas mal évolué ces derniers temps, ces dernières années, c'est que ces conventions de partenariat qui étaient bipartites, on a essayé progressivement de faire des partenariats multipartites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, sur le champ du numérique, on a monté une soirée numérique. Elle a été montée avec la CCI, avec la CMA, avec des opérateurs privés, qui sont toutes ces TPE qui sont dans l'offre numérique de notre territoire et qui sont venus faire des diagnostics territoriaux et des diagnostics pour les TPE pendant cette soirée numérique. Voilà, c'est peut-être ça que moi je peux dire, c'est essayer de partager, et puis essayer de partager des projets. Parce qu'on peut avoir une feuille de route, on peut avoir des gens pendant une soirée d'animation, mais après c'est essayer d'écrire quelques projets qui nous mettent un peu en action. Voilà un peu comment Pornic Aglo s'est donné, en fait, d'être garant plutôt d'un cadre que d'inventer des nouvelles actions. D'accord, merci. Peut-être pouvez-vous nous parler plus précisément de votre projet sur votre territoire et de ses spécificités? Alors ce projet, déjà, c'était partir, comme je dis, sur cette dynamique de partenariat. Il y avait plusieurs actions qui avaient été mises en œuvre dans le cadre du numérique, notamment cette soirée numérique où autant on a vu arriver les commerçants, autant assez peu les artisans. Et on s'est dit, voilà, là, effectivement, on a une difficulté. Donc le projet, ça a été de se dire aussi, avec la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et le groupe La Poste, comment, effectivement, ça résonnait que vous nous avez accompagné dans l'accompagnement, aller vers, comment on peut aller vers. Et l'approche a été de se dire, peut-être qu'un projet, ça pourrait être à la fois de mobiliser plus fortement toutes ces TPE de l'offre numérique qui ont besoin de se faire connaître aussi. Ça a été un premier point du projet. Donc, à travers un appel à projet, un appel à partenaires, à aller détecter des TPE qui sont déjà souvent dans nos réseaux et qui ont déjà l'habitude d'aller échanger avec des TPE commerciales, artisanales. C'est leur business, en fait. Et donc, de dire, venez avec nous, venez compléter un pool de conseillers numériques qui sont les conseillers numériques des chambres consulaires. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était de dire, faisons aussi des diagnostics, mais sur les besoins de l'entreprise et pas sur une commercialisation des outils numériques. Voilà. Il est où ton problème et comment on peut t'accompagner sur un an. Ça aussi, c'est une notion dans ce projet qui est importante, c'est que les gens qui vont, les entreprises et les conseillers numériques qui vont faire les diagnostics, on a l'ambition, est-ce qu'on réussira, on verra, mais l'ambition que ces conseillers deviennent coachs par la suite pour faire le suivi. Ça, tu n'as pas réalisé ce projet, qu'est-ce qui s'est passé? Un manque de financement, un manque de temps, mais être capable de suivre. Et donc, du coup, dans ce projet, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est formaliser, donner un peu de visibilité à l'offre, parce que finalement, elle est assez riche, mais plutôt dans une notion de parcours, de prendre le besoin et d'amener vers le juste besoin, et pas forcément de mettre le catalogue sur la table, parce que je ne pense pas que ça soit une approche la plus efficiente possible. Voilà, donc Pornic Aglo, on va essayer, nous, d'être garant de ce cadre-là, de travailler avec nos partenaires, chambre consulaire, chambre des métiers, parce que là, c'est un métier aussi, l'accompagnement, l'animation des réseaux, c'est un métier. Le groupe La Poste nous rejoint, et on sait déjà que quelques TPE ont bien envie de nous rejoindre pour être dans l'offre, et on va essayer de faire des diagnostics qui ne vont pas directement taper sur le numérique. Voilà, en quelques mots, le projet. D'accord. Donc, en résumé, c'est vraiment s'adapter aux besoins des TPE, donc pas leur vendre un outil, mais vraiment comment leur expliquer que c'est un gain de temps, s'entourer. Donc, peut-être, Régis, vous avez également un retour sur peut-être la formation, puisque là, du coup, on a vu qu'une collectivité s'entourait, qu'on s'adaptait aux besoins, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être un sujet sur la formation, la faire évoluer, quels sont un peu l'état des lieux ou les besoins par rapport à ça ? On va dire que le Covid, en plus de la crise qui a été, ça a permis d'être un accélérateur. On a par exemple vu la formation professionnelle. Alors, la formation de menuisier à distance, c'est compliqué pendant le Covid, mais on a pu le faire quand même avec de la visio. Enfin, là, forcément, on est obligé de donner des habitudes numériques aux jeunes. Alors, faut vraiment, la fracture numérique, elle est assez intéressante. C'est que même des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans vont avoir une adresse mail pour aller sur TikTok, mais ils vont pas avoir une adresse mail utile pour travailler. Pour eux, c'est pas du travail. Ils ne reçoivent même pas leur feuille de paye sur leur adresse mail. On leur donne à la main encore. Donc pour eux, il n'y a aucune utilité finalement. Ils vont sur les réseaux pour communiquer. Et par là, la formation, elle commence par là. Nous, on met en place des plateformes de formation. On le fait actuellement.
On fait les cours à distance de plus en plus. C'est une demande aussi des entreprises, hein, d'avoir les jeunes plus souvent en entreprise et d'avoir les jeunes qui fassent leurs cours chez eux le soir. Enfin, voilà, ça arrive de plus en plus. On a aussi, à travers la formation professionnelle, alors c'est beaucoup d'actions, on va dire, individuelles ou du fait de quelques CFA, mais on va utiliser le tableur Excel, on va vraiment aller sur la formation de métier avec ces outils numériques d'aujourd'hui, ce qui ne se fait pas forcément de partout. Et encore une fois, ça, l'apprenant, il le ramène ensuite à l'entreprise. Vraiment, ça marche de mieux en mieux. Ce n'était pas le cas à un certain moment. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont quand même assez friands de voir ce qui se fait au centre de formation, même s'ils ont du mal à se déplacer. Donc là, la formation a un vrai intérêt et elle peut jouer. Parce que de toute façon, les jeunes qu'on a aujourd'hui seront les artisans de demain. Et si on les sensibilise tout de suite à l'intérêt du numérique et aussi à l'intérêt économique pour leurs futures entreprises, on y arrivera. Il faut savoir que la plupart des jeunes en formation, leur souhait, c'est de devenir artisan ou d'être à leur compte. Donc c'est vraiment un objectif dans l'artisanat. Quand on commence à être menuisier ou charpentier, l'objectif, c'est pas de se dire je finirai ingénieur dans une grande entreprise. Ils disent bah non, je serai à mon compte. Voilà, c'est vraiment un souhait, c'est quelque chose d'assez commun, quoi, qui voit partout. Parce qu'ils peuvent, à leur échelle, se dire bah, je suis charpentier, menuisier, je fais du bon travail. Et c'est ces moments au CFA où on peut influer avec le numérique. Voilà. D'accord. Et du coup, dans le brevet de maîtrise pour être artisan, est-ce qu'on a peut-être du coup des formations sur le numérique? Est-ce que du coup, on vous apprend surtout en premier lieu votre métier? Quel est le lien du coup entre devenir artisan et en même temps monter sur le numérique? Alors, dans les formations, c'est pas encore assez marqué à mon sens pour répondre un petit peu à la demande. Aujourd'hui, on vit, surtout dans le bâtiment, une 4e révolution industrielle. Il y a tout ce qui est numérisation et aussi révolution industrielle, on entend dans des process. Les artisans ne sont pas forcément prêts à ça, à des moments. Ils en ont même peur ou ils n'en veulent pas. Hein. C'est limite les ludites, hein, on y revient. Et les formations ne sont pas tout à fait en adéquation. Ça demande un peu plus. Surtout sur de la gestion. Là, comme on l'a dit, ce sont des artisans et ils sont avant tout chefs d'entreprise. Et par exemple, en formation, on ne prend pas le temps d'expliquer ce que c'est un petit peu de comptabilité. Enfin, on le fait, hein, on fait un peu de chiffrage, choses comme ça, mais c'est pas très demandé. C'est pas très mis en avant. Donc ça, c'est des choses où ce serait intéressant d'aller vers ça, quoi. Et surtout en mettant une dose de numérique. Je rebondis sur les acteurs. On parle des acteurs. Un artisan, aujourd'hui, il a son comptable, son banquier, sa conjointe ou son conjoint, et tout le reste n'existe pas. Hein. Il ne sait même pas ce que c'est l'hub des territoires. Lui, il voit que son monde à lui. Et vous avez des banques, je ne citerai pas les banques, mais qui, eux, ont dans leurs clients beaucoup d'artisans, d'agriculteurs, et ont bien compris ce biais, et ils leur mettent à disposition des petits logiciels de comptabilité gratuits. Parce que forcément, c'est leurs clients, et si leurs clients savent tenir une comptabilité, tout va mieux pour eux aussi. Donc d'autres acteurs le font. Nous, on peut le faire aussi, mais ça reste que des actions individuelles. Ça faudrait que ce soit un peu plus gros, une plus grande échelle, quoi. D'accord. Est-ce que peut-être, Michel, vous souhaitez rebondir sur les différents propos? Est-ce que vous entourez également, quels sont les différents acteurs avec lesquels vous travaillez? Est-ce que peut-être vous entourez de ces tiers de confiance que vient de mentionner Régis, les banques, les experts comptables, pour justement peut-être co-créer des formations ou pour lancer des projets? Bien oui, d'ailleurs, effectivement, je m'aperçois finalement qu'on rencontre tous à peu près les mêmes problématiques et tous les mêmes axes d'évolution ou de solutions, donc ça c'est intéressant. Au niveau de l'Eurométropole, je voulais citer, parce qu'on en a parlé sur une des slides, enfin je l'ai vu apparaître, le dispositif BICOM, qui est finalement notre point d'entrée vraiment pour pouvoir nous approcher des entreprises et pouvoir les contacter et faire le fameux diagnostic. Donc le dispositif BICOM consiste effectivement à avoir en étape numéro 1 un diagnostic pris en charge totalement par l'Eurométropole. Ce qui permet vraiment d'avoir une visibilité claire sur la situation de l'entreprise. Et ensuite, dans la phase d'accompagnement, alors je rejoins aussi ce qui est fait sur Pornic, donc on accompagne les entreprises dans leurs projets et on les accompagne également financièrement, hein, puisqu'il y a une partie de l'investissement qui est pris en charge. Et notre rôle aussi là-dedans, c'est ce qui est important, c'est le fait qu'on soit un peu partenaire de confiance. L'entreprise en fait qui est loin du numérique, n'y connaît rien.
et forcément elle a le doute quand une web agency ou quelques prestataires techniques interviennent. On se dit mais est-ce que je suis pas en train de me faire arnaquer, hein, disons-le clairement. Je connais pas, c'est qui cette boîte, j'y connais rien. Donc forcément, comme j'y connais rien, je me fais avoir. Nous, notre rôle au niveau de la CCI, c'est vraiment d'être partenaire de confiance, de pouvoir, avec le prestataire et avec l'entreprise, analyser ensemble les devis, analyser ensemble la manière dont va être déroulé le projet et vraiment les rassurer sur le déroulé. Et dire, bah voilà, vous ne faites pas fausse route, ce que vous propose le prestataire, c'est sérieux, ou pas, mais en principe, en général, c'est sérieux, et on les accompagne vraiment là-dessus pour qu'ils soient en confiance et qu'ils puissent dire, ok, d'accord, je vais y mettre un petit peu d'argent, certes, mais ça sert à quelque chose, quoi. D'accord, merci. Est-ce que par rapport aux différents leviers un peu innovants qui ont été du coup mentionnés dans l'étude, mais également dans l'AMI, est-ce que ça fait un peu écho avec des souhaits du coup côté CCI Alsace Métropole de lancer des nouveaux formats, de peut-être s'adapter un peu aux problématiques propres de votre territoire? Est-ce que vous avez des difficultés à attirer justement ces publics très éloignés, ou est-ce que vous êtes plutôt plus dans la transformation digitale? Les deux. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'approche, c'est difficile de contacter l'entreprise qui est éloignée du digital. Parce que par définition, comme elle est loin, c'est difficile de la contacter par un emailing. Si on n'a pas l'adresse email, c'est compliqué. Donc il faut qu'on trouve d'autres pistes pour pouvoir les approcher. Alors pour ça, on a un magazine qui est édité par la CCI, qui est le Point Éco, qui est édité tous les 2 mois. On peut, donc en version papier, qui permet de faire un peu de communication. Et puis, effectivement, au niveau de la CCI, on a des conseillers de terrain, en fait, dont la mission, c'est d'aller accompagner pour des problématiques qui ne sont pas forcément du numérique, qui peut être simplement de l'accompagnement au niveau de l'activité commerciale de l'entreprise. Et c'est par ce biais-là, parce que tous les conseillers de la CCI, en fait, sont sensibilisés à l'offre du numérique. Et en fait, c'est par là qu'on rentre, en fait. On vient pour conseiller d'abord sur l'organisation de la vitrine du commerce, et puis, en fait, finalement, on va leur proposer ou identifier une problématique numérique. Donc on rentre par la petite porte, si on peut dire. D'accord, merci. Philippe, là on parle de communication justement sur des projets, on parle d'aller vers justement ces TPE. Est-ce que concrètement sur votre territoire et sur votre projet que vous mentionnez tout à l'heure, vous êtes du coup dans cet élan, dans cette démarche ou de manière concrète, ou est-ce que peut-être vous avez d'autres biais pour justement aller vers ces TPE? Alors on va essayer, parce qu'on ne détient pas de vérité, donc on expérimente. Mais effectivement, il y avait 2 messages assez forts, c'était le pair à pair et le aller vers. Et on les a peut-être un peu mélangés. Comme je le disais, déjà recruter des TPE qui peut-être sauront mieux parler des TPE, c'est un des biais d'aller vers. Le bouche à oreille fonctionne bien aussi, ça c'est pas l'oublier, hein. Et donc le fait qu'un chef d'entreprise indépendant dans le numérique rencontre dans les réseaux d'entreprise un artisan, c'est aussi capitaliser là-dessus parce que ça fonctionne bien sur notre territoire, donc autant s'appuyer là-dessus. Ensuite, dans le aller vers, on a été fortement encouragé finalement dans cette approche-là, dans l'accompagnement par la Banque des Territoires, et donc pour le renforcer, c'est là où le partenariat avec la Poste prend tout son sens, ça a été de travailler sur une remise commentée. De se dire, ils ont des lieux de production, ces artisans, ils ont des lieux de commerce, on va aller proposer que les postiers aillent remettre un fichier de 600 entreprises. Finalement, cette invitation à nous rejoindre dans cette opération, à être accompagnés, voilà, on vous dira si ça fonctionne ou pas, mais on va essayer ça. C'est aussi s'appuyer sur... J'entends beaucoup que les artisans, les commerçants manquent de temps. C'est vrai que l'investissement sur le numérique peut paraître secondaire après la phase de production, je dirais, ou de commercialisation. Pour autant, on arrive à les rencontrer sur des temps plus de réseau, de convivialité, notamment des after-work. Là aussi, c'est une des pistes très, très claires, de se dire, finalement, allons à leur rencontre sur des temps où eux prennent ce temps aussi d'échanger avec leurs pairs, d'échanger. Voilà. Ça serait peut-être un peu les 2 principales pistes. Et puis, on a été encouragé aussi par la Banque des Territoires à renforcer peut-être le rôle du Working Pornic dans ce faire venir à nous aussi, ne pas exclure cette possibilité, et de faire du Working Pornic au-delà peut-être d'un guichet unique web, mais un lieu physique avec des permanences. Donc c'est quelque chose qu'on a proposé, qui marche assez bien sur la création reprise. Donc on va essayer de développer sur le sujet numérique aussi.
D'accord, merci Philippe. Vous mentionnez justement l'accompagnement de la Banque des Territoires. Qu'est-ce que ça vous a apporté du coup concrètement tout au long du coup de cet appui méthodologique assez dense, puisqu'effectivement, comme évoqué tout à l'heure, ça a eu lieu pendant 2 mois? Déjà, ça nous a apporté, je dirais, une forme de légitimité. De se dire, il y a eu un pré-dossier, ce pré-dossier, effectivement, on nous a dit, ce que vous écrivez là, ce que vous proposez, c'est pas complètement farfelu, c'est même plutôt en phase avec des résultats d'une étude à venir. Donc, plutôt un encouragement déjà à poursuivre dans ce sens-là. Ensuite, ça a été un encouragement à aller plus loin. Le plus loin, ça a été sur le aller vers. On a finalement, comme je le disais, avec tout le travail qui a été fait depuis des années dans le champ de la création-reprise, il y a tout un partenariat avec les opérateurs de la création-reprise, dont certains ont été cités, les chambres consulaires, mais la BGE, l'ADI, et j'en passe. Et de se dire, tiens, finalement, on n'a jamais imaginé s'appuyer sur ces acteurs-là, alors que les experts comptables, les banques. Donc, effectivement, il y a eu un encouragement assez fort à faire ce lien. On l'avait là sous les yeux et on l'avait pas forcément fait. En tout cas, pas aussi de façon aussi explicite. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez important. Et dans ce aller vers, et puis effectivement dans ce pair à pair. Et il y a une des phrases, je crois que c'est pendant un des webinaires que vous avez cité, en disant, en gros, vos commerçants, vos artisans ne viendront pas chercher du numérique. Et le numérique n'est pas un sujet en tant que tel. C'est un sujet voilà, ils ont plein de sujets et le sujet n'est pas un numérique en tant que tel. Et là, ça a été aussi, pour nous, un déclic parce qu'on voulait, nous, on avait ce discours-là qui était de dire qu'on voulait accompagner les entreprises dans l'intégration d'outils numériques sur les fonctions de l'entreprise. C'était déjà très long. Et suite à cet accompagnement, cette phrase, pour nous, elle a vraiment résonné comme un déclic en disant, il faut qu'on aille encore plus loin. On avait l'impression d'être un peu moteur dans ce sens-là, et on s'est dit, ouais, ok, on est qu'à la moitié du chemin, donc il faut qu'on aille encore plus loin. D'où l'idée de faire ces diagnostics sans parler de numérique en première intention. D'accord, merci Philippe. Peut-être Régis, est-ce que ça fait un peu écho avec vos constats? Est-ce que, en tant qu'artisan, en tant que tel, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez carte blanche pour justement mettre en place, je sais pas, des dispositifs, des leviers d'action ou faire évoluer la formation? Ça dépend le budget. Pas de budget, allez-y. Pas de budget. Non, je pense que moi vraiment je reviens sur un peu cette vie de l'entreprise où on parlait de la formation initiale de l'apprenant. Souvent dans les entreprises du BTP, des TPE, l'apprenti de l'entreprise, le premier apprenti généralement devient ensuite le chef d'entreprise. Il reprend. Et je ferai vraiment plus de formation à la reprise d'entreprise. Là, il n'y a pas le choix. On les a pendant 5 jours. Et si c'est pas 5, on met 10 et vraiment on influe sur le fait que le numérique c'est important pour faire sa compta, c'est important pour communiquer. Il y a aussi une sensibilisation, je pense peut-être une revalorisation de la formation. Alors là, je vais parler forcément pour ma paroisse, mais aujourd'hui en formation, on va pas expliquer à des apprentis en CAP ou autres l'importance du numérique, mais même l'importance globale et économique. Ils connaissent Google, ça ok, mais ils savent pas tout l'impact que ça peut avoir. Là, il y a des nouveaux acteurs aussi pour les TPE. On n'a pas parlé des plateformes, mais vous avez plein de plateformes qui prennent de plus en plus le pas. La Fédération française du bâtiment a fait des scénarios de prospective où ils disent finalement demain les TPE elles existent, mais ce sont des plateformes qui vont faire la première approche avec le client. Et l'artisan n'ira même plus vers le client. C'est une plateforme qui va faire le lien. Ça, par exemple, on n'est pas sensibilisé. Ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver, mais un futur artisan, il ne le comprend pas, il ne le conçoit pas. Que le numérique il va être de partout et que c'est un impact, même s'il le vit tous les jours. Un artisan qui a 50 ans ne se rappelle plus que quand il allait en chantier avant, il était obligé de prendre une carte. Aujourd'hui, il prend son téléphone, tout va bien. Mais ça, il l'a oublié. Donc si j'avais vraiment la main, ce serait vraiment de revaloriser un petit peu plus la formation et d'inclure le numérique, au moins les sensibilités, et puis aussi l'impact que ça peut avoir. Il y a j'ai des amis artisans, ils ont fait le choix pour le numérique. Eux, ils n'ont pas de site internet. Ils travaillent qu'avec les réseaux sociaux et ils s'inscrivent vraiment dans un marché de niche, mais ils ont choisi. Ils vont vers des clients qui ont énormément d'argent, ainsi de suite. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. J'en ai conseillé un, je parle de la confiance. J'en ai conseillé un, il se lançait à son compte. Alors pour le coup, il n'a pas de logiciel de charpente, il fait tout à l'ancienne, mais par contre, je ne sais pas comment il fait, mais il poste tout le temps sur Facebook et sur les réseaux sociaux, il n'arrête jamais. Et ça marche. Ça marche bien. Il a de plus en plus de clients, c'est en région centre, pour se faire connaître, c'est plus facile. Donc ça serait vraiment une grosse sensibilité là-dessus et de revoir un petit peu les référentiels pour y inclure du numérique et aussi expliquer le pendant de tout ça. Voilà.
D'accord, merci Régis. Donc, formation pair à pair, formation intergénérationnelle, création d'entreprise, reprise d'entreprise. Est-ce que peut-être ça fait résonner un peu des questions ou des points, un peu des difficultés parmi du coup le public qui est présent aujourd'hui? Des questions ou... Oui, madame. Ah. Il est bon? Oui. C'est bon. Frédéric Delattre, donc je suis chez Orange en charge de la transition numérique pour les TPE-PME. Donc un rôle tout à fait pédagogique. Hein, et ça fait bientôt 10 ans qu'on travaille à accompagner les TPE-PME. Je ne parle pas du tout de l'équipement Internet mobile classique, hein, mais vraiment dans la numérisation. Et tout ce qui vient d'être dit... j'adhère à 100%, c'est vraiment ce que je vis au quotidien, et qu'en effet, il faut s'adresser de plus en plus aux métiers, aux sujets concrets, et dans ce cadre-là, je vais me faire une petite publicité, c'est que muni de toutes ces réflexions que j'ai entendues qu'on avait, et on a contribué aussi à l'étude, on vient de sortir un guide pour les entrepreneurs pour se lancer avec les bons outils numériques, et là, on part vraiment des problématiques. Comment j'encaisse, je facture, comment je je développe mon activité en étant plus visible, comment j'assure la continuité de mon activité, parce qu'une journée de perdue, c'est parce que je suis en panne, c'est la catastrophe. Des choses très très pratiques, et puis qui est associée à chaque fois à des profils métiers, parce que chaque métier a des besoins différents et on ne peut pas dire à tout le monde vous devez tous aller sur les réseaux sociaux, vous devez tous avoir un site internet, c'est pas vrai. Donc on fait des profils, des cas concrets d'illustration et c'est téléchargeable gratuitement. Et moi je dis c'est une bible à avoir, qu'on soit en projet ou en consolidation, et ben on trouvera toujours des choses parce qu'on ne fait pas tout de suite. C'est une maturation qui se fait en fonction de son métier et de sa vie d'entrepreneur. D'où l'intérêt d'être plus près d'eux, comme vous le faites très bien. D'accord, merci pour du coup ce témoignage. Est-ce que peut-être il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour et merci pour vos interventions, c'était très intéressant. Moi j'ai une question un peu de profane. J'ai l'impression que pour les artisans et les commerçants, les avis Google, c'est un sujet un peu qui est pas toujours très bien. Comment dire ? C'est un peu vu de manière négative. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Et est-ce que ça peut être un point d'accroche pour les emmener vers le numérique ? Ou plutôt c'est un repoussoir et c'est en plus on peut mettre des avis sur ce que je fais et ça me plaît pas. C'est une très bonne question et c'est vrai que ça fait partie des sujets que l'on évoque souvent parce que on ne peut pas y réchapper aujourd'hui, donc il faut faire avec. Et un avis négatif, finalement, c'est pas si négatif que ça. Donc il vaut mieux parfois avoir un avis négatif et puis pouvoir montrer, justement, réagir et pouvoir dire derrière qu'on a fait quelque chose pour y remédier. C'est toujours plus positif. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais pour une entreprise, elle ne peut pas échapper à ces avis-là. Donc il faut qu'elle fasse avec et il faut qu'au contraire, elle les prenne à contre-pied. Un avis négatif, c'est un moyen pour rebondir, quoi. C'est ça qu'il faut expliquer aux entreprises, quoi. Moi, j'ajouterais que c'est un outil, finalement. Donc ce qui est important, c'est ce que le chef d'entreprise va en faire. Est-ce qu'il veut l'utiliser? Est-ce qu'il ne veut pas l'utiliser? Est-ce qu'il veut aller très loin dans l'utilisation de Google My Business ou pas? Et en fait, c'est peut-être ça, nous, qu'on a essayé de faire sur Pornic Aglo, et qu'on a essayé de faire, c'est d'interroger le chef d'entreprise sur mais qu'est-ce que tu veux faire? Et après, c'est les outils. Donc oui, c'est un outil important. Oui, on ne peut pas l'ignorer. Donc si on veut avoir une stratégie de communication sur les avis, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de répondre. Mais qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que je veux faire? Comment ça s'inscrit dans mon projet? On essaie de rappeler ça aussi. On a vu, peut-être, nous, une des erreurs, c'est qu'on a peut-être cru aussi à certains moments qu'on allait transformer des commerçants en e-commerçants. La douche a été froide, hein, mais pour eux et pour nous. C'est pas le même métier, parce que c'est pas le même projet, c'est pas la même stratégie, donc c'est pas les mêmes outils. Voilà. Donc rappeler
2 secondes quand même à qu'est-ce que tu veux faire. C'est la bonne question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et après, l'outil, en fonction. Voilà. Donc il n'y a pas de oui ou de non. Je pense que ça dépend beaucoup du dirigeant. D'accord, merci Philippe. Ça dépend aussi du profil de la personne. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont prendre un chauffeur VTC, ils sont habitués à mettre un avis. Vous avez des gens de 50 ans, chauffeur VTC au fin fond de la Sarthe, il n'y a pas, quoi. Donc un avis Google, ça ne leur parle pas. Et des fois, ils découvrent qu'ils ont des avis Google. Alors, il y a 2 cas. Moi, j'ai pour avoir vécu un petit peu d'expérience. Il y a un cas où c'est quoi ce truc? On me juge mon travail, alors que la cliente en question, je la connais, elle m'a déjà même pas payé. Enfin bon, là, ils vont aller vraiment sur des cas concrets disant, ah là, non, c'est du n'importe quoi. Et d'autres vraiment qui vont le prendre comme un outil en disant, attends, surtout comment on fait pour répondre et surtout comment on fait pour le supprimer. Il y a ça. Et puis même sur les réseaux sociaux, des fois, il y en a, ils lancent des pages Facebook, mais ils comprennent pas cette notion aussi de réputation numérique. Et là, pour eux, ils vont sur Facebook, ils vont mettre des avis, ils comprennent pas que ça peut être vu par tout le monde. Il y a une méconnaissance finalement aussi du fonctionnement. Et pour Google, le référencement, choses comme ça, ça c'est des choses qui arrivent pas tout de suite. Mais ça dépend des générations, vraiment. Alors on va pas faire des généralités, mais c'est vrai qu'il y a une certaine génération pour qui, le numérique, eux ils ont le carnet de commandes plein pour 5 ans et ils sont en 10 ans de la retraite. Donc un avis Google ou pas, ils ont déjà 3 ans de chantier d'avance, donc c'est pas grave. Mais il y en a pour ceux qui se lancent, voilà, ça c'est important. Mais bon, il y a un effet générationnel qui permet d'avancer. Merci Régis. Est-ce que vous avez des dernières questions? L'événement va bientôt se clôturer. C'était à la fois une question et puis une interrogation suite à ce qui a été raconté. Donc, moi, je suis Emmanuel Le Tourneau de POP. On essaye d'accompagner des territoires et de mener des actions sur ces sujets, mais je suis toujours sur la question de la distinction entre, vous l'avez souligné vous-même d'ailleurs, digitalisation des TPE, médiation numérique pour les TPE. Du point de vue d'un entrepreneur, tout effort qui va être accompli va quelque part s'inscrire dans une démarche de digitalisation, quoi qu'on en dise. Maintenant, la vraie difficulté, elle peut être que, et ça nous on l'a vécu à plusieurs reprises, vous avez des dispositifs un peu ambitieux, comme par exemple des dispositifs de sensibilisation proposés par les CCI, mais en fait quand vous regardez dans le détail de l'offre de service, le ticket d'entrée c'est 1 000 € en gros, quoi. Un terminal de paiement, un dispositif d'affichage sur la vitrine rouge qui circule, tout ça. Donc pour beaucoup de TPE, faudrait déjà être très sûr du retour sur investissement pour pouvoir s'engager sur, on va dire, des outils professionnels. Et puis je ne parle pas d'un site web, etc. Donc nous, ce qu'on a souvent constaté, c'est qu'une partie du travail de médiation numérique auprès des commerçants et artisans, ça va être des quick wins, des réussites rapides, sur des objectifs professionnels, en fait. Mais des tout petits trucs, actualiser sa fiche Google Maps pour qu'il y ait les horaires d'ouverture, apprendre à répondre aux commentaires pour rebondir sur ce qui vient d'être dit juste avant, ouvrir son premier compte Instagram de boutique, donc des trucs un peu gratuits qui sont des temps d'accompagnement, faire découper au Fab Lab un adhésif pour sa vitrine, enfin des trucs comme ça. Et je vois plus comme un niveau de gradation, moi, entre la médiation numérique, c'est-à-dire l'acculturation et l'engagement à la montée en compétences, et finalement, derrière, des réflexions sur une digitalisation de l'activité. Mais en fait, c'est comme un pied à l'étrier ou quelque chose comme ça. On n'est pas dans les mêmes choses que quand on accompagne des habitants, à qui on peut dire, vous allez suivre 10 ateliers d'1 heure, des choses comme ça. Là, on est beaucoup plus dans une espèce de séduction. On va découvrir ensemble des trucs et en quelques minutes, vous allez voir, déjà, ça va changer quelque chose. Et puis, on se revoit dans 15 jours et vous nous dites si c'est passé quelque chose. Donc voilà, je voulais juste plutôt aussi partager cette espèce de subtilité, de particularité de ce public pour avoir aussi vos retours. Merci Manuel. Je pense qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que les approches, nous, on parle vraiment de plan de progrès. C'est-à-dire qu'on va définir des phases. Qu'est-ce qui est urgent de faire dans un premier temps quand il y a un degré d'urgence? Qu'est-ce qui est mieux à établir dans un premier temps aussi? Et vous avez raison, il y a des fois des petits riens qui peuvent déjà faire avancer. On n'est pas obligé d'aller tout de suite investir des centaines de milliers d'euros. Ce ne serait pas forcément très, très intelligent. Donc oui, ça se fait en plusieurs étapes. J'ajoute aussi, parce qu'on parle du numérique, mais parfois il y a des entreprises qui se disent moi c'est bon, moi j'ai mon serveur avec ma base Excel, etc.
Ouais, très bien, mais en fait, il n'y a aucune sécurité, tout est branché sur Internet sans aucune connexion, les règles RGPD ne sont pas du tout prises en compte. Alors ça, c'est un sujet qui est aussi super important. On ne parle pas tout de suite de dire, effectivement, je veux être complètement visible avec des sites web et tout ce qu'on veut. Le b.a.-ba, hein, le serveur, il ne doit pas être posé sous une table. Et ça, il faut expliquer ça aux entreprises. Ce n'est pas évident. Et c'est le jour où, effectivement, le serveur tombe en panne, où il se fait attaquer, que là, c'est un grand moment de solitude. Donc ça fait aussi partie de notre accompagnement. Il ne s'agit pas que d'une vitrine où il faut être beau et sur un beau serveur web. Derrière, il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu sécurisé et conforme, parce que le RGPD, on n'en parle pas assez, mais un jour ou l'autre, ça va finir par être douloureux pour beaucoup d'entreprises. Merci Michel pour ce mot de la fin. Du coup, s'adapter aux législations, mais également aller pas à pas, innover, notamment à travers le pair-à-pair, la formation intergénérationnelle, mais également cibler peut-être des moments clés, la création ou la reprise d'entreprise. Merci du coup aux intervenants et encore félicitations aux collectivités lauréates.